Les 24 heures de Spa étaient le sommet de la saison de l'Intercontinental GT Challenge et du GT World Challenge Europe, et nous allons revenir dans ce nouveau numéro de Track Limit by Minerva Oil, le podcast d'Endurance Info, sur cette épreuve dans sa globalité. Et pour cela, nous aurons un invité spécial en la personne de Laurent Gaudin, le manager des 24 heures de Spa, qui nous fait l'amitié de venir débriefer un petit peu cette épreuve donc, qui s'est déroulée fin juin et sur laquelle nous allons revenir. Et je serai évidemment avec Laurent Mercier pour débattre de plusieurs points sur cette épreuve qui, on vous le rappelle, a été remportée par Lamborghini pour la première fois de son histoire avec le Grasser Racing Team. Track Limit by Minerva Oil, le podcast d'Endurance Info, c'est parti. Salut Pierre, ouais, on va débriefer donc ces 24 heures de Spa avec justement avec Laurent Gaudin, donc le manager général des CrowdStrike 24 heures de Spa. Et une semaine et demie après, Laurent, donc déjà merci de nous rejoindre sur ce podcast. Si on fait un bilan, il est positif? Écoutez, oui, il est forcément positif. Alors pas à tous les niveaux, bien sûr, hein. On ne rend jamais une copie parfaite dans ces moments-là. Et d'ailleurs, il faut le reconnaître et c'est ce qui permet d'avancer, de travailler et de repartir et de se remettre en question, c'est s'autocritiquer. Donc il y a des phases critiquables, c'est une évidence. Mais côté spectacle, côté public, côté fan, là, on a marqué des points puisqu'on a eu 128 000 personnes sur la semaine et donc on passe à 130 000 si on compte notre fameuse Speed Week, championnat de France et British GT. Donc, oui, c'est positif. Nous avons créé une place, créé un endroit, créé un espace où on ne fait plus de on ne génère plus de rêves, mais on génère des souvenirs. Et Laurent, est-ce que tu es d'accord aussi pour dire que, contrairement au passé, que cette année, on sent que les gens viennent plus sur la longueur que pour juste un week-end ou une journée, que là, les gens étaient là dès le début de semaine et sont restés jusqu'au week-end, ce qui est peut-être aussi un peu nouveau aussi. Alors, c'est le propre des safe places, c'est le propre des endroits où on se sent bien, où on veut passer du temps en couple, entre amis, en famille, c'est d'y rester plus longtemps. Oui, donc effectivement, les campings ont été remplis dès le début de la semaine, ils sont restés. Il faut dire que le programme dès la parade est important, les essais, les concerts, tout ça, c'est toute la semaine. Donc oui, nous avons, comme tu le soulignes, allongé la durée de visite. Et alors, nous avons eu cette année le rush du concert qu'on n'avait pas eu l'année dernière à cause de la tempête et de l'orage. Donc, on a eu une deuxième partie de samedi soir avec beaucoup de monde dans les villages et au-delà après dans les paddocks. Et nous avons eu, là encore, des gens qui sont restés beaucoup le dimanche, alors que d'habitude, le dimanche est un peu moins positif. Non, juste, c'est peut-être même la première fois que personne ne s'est plaint qu'il manquait des points de restauration ou que les toilettes étaient complètes pendant X temps, finalement. Je vais vous dire, il y a jamais assez, parce qu'on a encore vu des queues. Il y avait 46 points de restauration sur le site, 46 points avec des cuisines du monde entier, de tout type de cuisine, à la fois du fast, à la fois du plus structuré, notamment, il y a même des restaurants panoramiques. Il y a eu 32 bars à droite à gauche, et ben on a réussi encore à avoir des queues. Et est-ce que vous avez senti aussi l'élan du centenaire ? Est-ce que vous avez aussi cette vague qu'il y avait depuis l'an dernier ? Est-ce que tu penses que ça a aussi aidé à atteindre cette affluence de 2025 ? Alors, il est vrai que tu as raison de le souligner, le profil des visiteurs, des fans, des spectateurs, appelez ça comme vous voulez, hein, c'est un ensemble, est en train d'évoluer. C'est-à-dire qu'effectivement, grâce à la promotion spécifique du centenaire, l'approche différente faite par les médias, par nous-mêmes et par l'ensemble, nous avons acquis lors du centenaire un certain nombre de personnes qui découvraient les 24 heures, qui voulaient voir quelque chose qui était centenaire, qui voulaient voir quelque chose qui était dans la tradition, dans l'histoire même de la Belgique, et on va les voir par curiosité. Et les gens ont adoré. Et les gens ont aimé, ils ont aimé l'ambiance, ils ont aimé la course, ils ont aimé tout ce qui va autour. C'est pas n'étant plus qu'une seule course désormais, c'est vraiment un événement avec tout ce qui va autour. Alors quand je dis autour, c'est pas d'un côté la course, de côté les concerts, bien sûr, c'est un gros schéma, c'est la proximité principalement de la course avec ses fans. On peut rentrer dans les stands, on peut aller rentrer dans le paddock, on peut signer d'autographes, on peut aller voir les pilotes, on peut leur parler, vous savez ça, parce que vous êtes dans les paddocks, vous voyez vous directement, ce qui se fait de moins en moins, il faut bien le dire. Donc ce nouveau public qui est venu, il est revenu avec des amis, et les amis ont dit c'est notre première fois, c'était dingue. Allez voir, alors c'est un peu surprenant, moi je pas forcément l'habitude. En général, après les 24 heures, on prend une batterie de plaintes, notamment sur les réseaux sociaux qui sont là
un peu pour ça, comme vous le savez. Et là, on a des gens qui ont passé un moment excellent et qui en veulent, qui en redemandent. Donc oui, le profil du spectateur a évolué. Il n'est plus aussi exclusivement aussi fan. Les fans sont là. Les gens qui savent qui roulent chez Grasser, qui roulent chez WRT, etc., ils sont tous là parce que c'est leur passion. Et là, ils ont de quoi l'assouvir. Mais il y a beaucoup de grands publics, de familles, de gens qui viennent voir un événement général, qui découvrent même le GT3 ou la compétition et qui passent un super moment, oui. Et d'un point de vue sportif, est-ce que là aussi le bilan est quand même positif avec un nouveau constructeur qui gagne, ce qui est quand même plutôt bien parce que c'est la même chose depuis 2020. Chaque année, on a un constructeur différent qui gagne, ce qui est quand même pas facile. Le 6e depuis 6 ans. Est-ce que là aussi le bilan est globalement positif? Évidemment que le bilan est positif. Maintenant, tu vas toujours trouver une équipe qui va dire ah mais la BOP n'était pas excellente pour nous, on aurait pu faire ci, ou on aurait pu faire ça, ou il y aurait dû y avoir ça, ou il n'y a pas eu le drapeau rouge là. Et tu peux refaire le monde tant que tu veux, tu trouveras toujours quelque chose à redire, à refaire. Sportivement, je constate que tout le monde se félicite de la victoire de Lamborghini, que c'est une victoire très émotionnelle pour tout le monde au bout du compte, parce que c'était une première, comme tu voulais souligner, que Bortolotti a été au bout de sa vie, physiquement parlant. Il est quand même parti en ambulance, hein, après, ça on l'a pas vu parce qu'il fallait pas le montrer, mais je vous le dis, il est parti en ambulance après le podium. Il a été pendant 1 heure et quart au centre médical pour se remonter parce que ça n'allait pas du tout. Donc il était au bout de sa vie, c'est quand même un signe positif. Après, bien sûr qu'il y a des choses à revoir. D'ailleurs, je pense qu'on va en parler avec l'accident, tout ce qui va autour. Mais oui, sportivement, on nous avait annoncé, rappelez-vous, que les drapeaux rouges. Pas vu de drapeau rouge, moi. Que des safety cars. Ces petits cars sont sortis quand il y a eu besoin qu'ils sortent, ou que des full course-yellow. Et là encore, s'il faut, ils sont tous délibérément normaux. Je veux dire, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Il n'y a pas d'histoire sportive qui n'est pas gérée. Il est vrai que d'avoir le nouveau directeur de course, Nils Wittich, a une vision un peu différente et une vision efficace. Et la météo a peut-être joué aussi en faveur aussi d'avoir une course, on va dire, dans l'ensemble plutôt propre. Oui, c'est une évidence. Maintenant, il est vrai que les gens ne comprennent pas pourquoi ça ne roule pas la pluie, machin, etc. C'est des hors-bord. Là, il y a des fonds plats partout, il y a des diffuseurs, il y a de l'aéro partout, et des pneumatiques qui sont quand même très typés performance. Qu'est-ce qui se passe quand il y a trop de flotte? Ça flotte. Donc, il ne roule pas. Non, techniquement parlant, c'est pas fait pour la pluie. C'est pas le pilote qui ne sait pas piloter, c'est pas nous qui avons peur, c'est que la voiture en elle-même aujourd'hui, elle est pas faite pour aller sous la pluie. Et est-ce que tu sens aussi encore une nouvelle, on a un peu tendance à le dire chaque année. Chaque année, on dit que ce sera jamais plus haut, mais une professionnalisation de plus en plus élevée au niveau des équipes, au niveau des pilotes, ce qui fait qu'on laisse rien passer. Et là, je pense qu'on va en venir au crash entre la Porsche de Lorin Heinrich, par exemple, et la McLaren. Est-ce que maintenant, on lâche rien, chaque seconde compte et il faut être toujours toujours à fond? Alors, est-ce qu'il faut. Alors, je vais vous poser la question en tant qu'observateur tous les deux. Est-ce qu'il faut vraiment qu'on soit uniquement professionnel, comme vous dites, que des pros, et plus cette histoire de pro-âme, de bronze ou d'âme? Est-ce que vraiment c'est important d'être que pro? Je vous pose la question. Le truc, c'est que même les âmes sont pros. Oui. Tu vois, si tu prends, enfin, D'accord. on était là en 2011 lors de la première année réservée au GT3, non, parce qu'il y avait les GT4 aussi. Les gentlemen de 2011 par rapport aux gentlemen de 2025, c'est le jour et la nuit. Les mecs, ils roulent tous les week-ends. Ils connaissent le GT3. Je ne sais même pas si on peut parler de âme réellement en plus. Je crois que la formule actuelle, c'est celle que tout le monde a envie d'avoir. Je veux dire, si on avait des pros, il y aurait sûrement moins de monde sur la piste, il y aurait sûrement moins de voitures terminées, il y aurait sûrement moins de voitures financées, il y aurait sûrement moins d'équipes contentes. Ça fait partie du spectacle. Y a pas, pour moi, il n'y a pas de clivage pro-âme. Il y a des pilotes sur la piste. Il y en a juste qui vont plus vite que les autres. C'est tout. Ouais, et voilà. Et les âmes veulent aussi rouler avec les pros. Bien sûr. Est-ce que c'est pas le cas ailleurs? Est-ce que c'est pas le cas ailleurs? Est-ce que, pour reprendre une référence spécifique, c'est parce qu'il y a des âmes que le GT3 LM est en plein succès? Oui, tu le vois dans d'autres séries aussi où le format vraiment pro-âme fonctionne. Tu le vois dans des séries qui sont vraiment cataloguées pro-âme, les grilles sont pleines. Donc c'est bien que ce format fonctionne aussi ailleurs, quoi. C'est l'ADN du GT3. Le GT3, il est né pour les pro-âmes à la base. Il n'est pas né pour les pros. Il est devenu pro après. Et vous savez parfaitement qu'aujourd'hui, et on le voit avec un constructeur allemand qui progressivement a changé de philosophie, pas de thermique, pas de ceci, pas de cela, blablabla, blablabla. Au bout du compte, le programme GT3 Customer Client est en train de partir en live.
et il est plus pro du tout. Donc, si on doit tout baser sur les pros, avec les politiques des constructeurs qui sont, entre guillemets, qui varient en fonction du nouveau directeur marketing, de la politique de machin, électrique par-ci, et hybride par-là, et tout ce que vous voulez, si on base que ça, on va, tu écoutes ça, voilà. Le Mans est un exemple. Pour l'instant, ils sont tous là. OK, il y a 4 ans, il y a personne. Je veux dire, il était que 2. Tout basé sur le programme constructeur, à un moment donné, c'est quand même dangereux. Et pour en venir à l'un des faits de course que tout le monde a vu, c'est ce fameux accident entre la Porsche et la McLaren. On sait qu'on a des avis un petit peu on va dire, qui divergent. On a certainement un pilote McLaren qui n'est pas du tout où il faut. Mais maintenant, est-ce qu'on a des pilotes aussi qui restent à bloc et qui respectent pas forcément les drapeaux, qui veulent perdre le moins de temps possible? J'ai envie de dire que si vous voulez parler de ça, on peut le diviser en 5 catégories. Et si vous voulez, on peut même continuer à parler de ça avec l'accident du GT4 au sommet du Rédillon avec Paul Petit. Il y a 5 choses à voir ensemble. Le premier, c'est quelles sont les réglementations FIA. Quoi que nous fassions tous ensemble, quoi que nous réfléchissions, quoi que les directeurs de course de salon, les promoteurs de canapé et les pilotes de ce que vous voulez disent, en nous regardant vous et nous, il y a une réglementation FIA. On n'invente pas en cours de route ce qu'on pense bien. Ça ne marche pas comme ça. Personne ne le fait. Tu dis pas aujourd'hui, j'aime pas le remercier, je vais le tuer. Tu n'as pas le droit, le code pénal ne te le permet pas. Là, c'est pareil. Il y a un code pénal et tu restes resté dans le code pénal. C'est pas compliqué à comprendre. Donc, quand on me dit, faut faire ça et ça et ça, oui, mais ça n'existe pas. Un exemple. Pourquoi est-ce que le directeur de course n'a pas dit au pilote de la McLaren de s'écarter et d'aller à l'extérieur sur le rolling off? Parce qu'il n'a pas le droit. S'il suggère à ce pilote de s'écarter d'un côté ou de l'autre, que le pilote le fasse et que là il y a un accident, qui c'est qui est responsable d'après vous? C'est le directeur de course. Est-ce que le directeur de course, par contre, peut demander à l'équipe d'indiquer au pilote justement de se décaler? Est-ce que ça, c'est une possibilité? Oui, il peut suggérer, mais là encore, toute suggestion qui est faite entraîne une responsabilité administrative. Donc, à un moment donné, il faut que les gens assument leur statut d'équipe qui roule dans le cadre de Spa ou au Mans ou ailleurs. Il y a un moment donné, il faut assumer son rôle. Le directeur n'a pas à dire ça, c'est le team manager qui aura dû le dire. Basta. Je veux dire, il est de tradition en France de chercher un responsable. Et il n'y a pas de responsable dans le cas présent. On fait de la course. Qu'est-ce que vous croyez? On va larguer sur la piste 10, 20, 30, quel que soit le nombre de voitures. Quelle que soit nos voitures, 10, 20, 30, 40, 50, 75 dans le cas présent, avec 75 types avec des casques, en leur disant, là au drapeau vert, vous partez, et dans 24 heures, c'est le premier arrivé qui a gagné. Et vous croyez qu'il va se passer quoi? J'ai entendu dire, il y a des accidents de nos jours, c'est pas possible. Mais vous croyez quoi? Des accidents partout. En F1, tiens, ce week-end, au Mans Classique, il y a peu d'accidents. Et pourtant, c'est pas un championnat avec une structure, c'est plutôt du plaisir. Eh bien, ils sont encore dans l'accident. C'est comme ça. Tu mets des voitures de course et des pilotes pour gagner sur une piste, oui, ça se touche. Oui, il y a des sorties de route, oui, des accidents. Ça, si, arrêtez de penser qu'il n'y aura pas d'accident. Ça n'existe pas. L'accident à Spa, il y en a tous les ans. Au Mans, il y en a tous les ans. C'est comme ça. Partie de la course. Je suis désolé, ça part de la course. Quand tu joues la performance, la victoire de classe ou généraliste, moi, je ne connais pas de pilote qui commence en me disant je ne veux pas gagner. Ça n'existe pas. Ah non, je viens là pour me faire plaisir. Si je suis 45e, je suis content. Vous connaissez, vous, ça? Surtout avec le niveau de professionnalisation maintenant. Donc, penser qu'il n'y aura pas d'accident sur les grandes épreuves, c'est une connerie. Au Nürburgring, il y a des cartons. Au Mans, il y a des cartons. Au Spa, il y a des cartons. En F1, il y a des cartons. En moment classique, il y a des cartons. Ça fait partie des risques inhérents à faire de la course automobile. D'ailleurs, tu l'as dit, Motorsport est dangereux, tu avais raison. Par contre, il y a aussi quand même des accidents qui peuvent être évités. Oui, alors par définition, il y a 2 types d'accidents aujourd'hui. Il y a l'accident lié aux performances, c'est-à-dire que l'excès de performance, alors dû à mécanique, pilote, etc. Et là, il y a une sortie. Et il y a effectivement un accident d'incompréhension entre 2 ou plusieurs pilotes, oui. Mais là encore, il y a des rules FIA. Moi, j'ai entendu dire pourquoi il ne s'est pas mis le drapeau jaune quand la McLaren était au ralenti. Parce que je n'ai pas les règles. Les jaunes, c'est pas ça. Là, c'est un blanc. Et des blancs, il y en avait depuis un tour. Enfin, depuis un demi-tour, parce qu'il a crevé. Il a crevé, je pense, Combe, et il a passé tout au ralenti. Il y avait des blancs partout où il est passé. Et ça venait à la télévision. Et
Et voilà, donc dans les normes aujourd'hui de l'accident de la Porsche et de la McLaren, je suis désolé parce que certains ne sont pas contents parce que mais non, vous avez fait des fautes, mais non, il faut virer tout le monde. Voiture au ralenti, ça arrive, mal placé. Oui, bien sûr qu'il y a une faute du pilote de la McLaren. Il n'a pas dû se trouver là, elle dû se trouver dans le run-off derrière ou à gauche, pas là, évidemment. Mais le drapeau blanc était bien là. Est-ce que les gens ont ralenti? Visiblement pas tous. Et sachant qu'il y a aussi le marshalling system à l'intérieur de la voiture qui indique aussi au pilote les drapeaux en question. Alors, le drapeau blanc, c'est un peu particulier parce que le drapeau blanc, il bouge un De drapeau poste en blanc, poste. ça bouge de poste en poste. Donc, il n'est pas dans le marshalling board. Le marshalling board, c'est le jaune, le rouge, le safety car, plutôt et le vert. Mais c'est pareil. Hein, je suis un peu désolé de vous dire ça. Je ne connais pas beaucoup de monde. Là encore, on va parler des FIA Rules. Je ne connais pas beaucoup de monde désormais qui ralentissent quand on lui met un jaune. Hein. Mais là encore, les règles FIA, elles disent quoi? Sous jaune, vous devez ralentir. Et ralentir de combien? Ça, par contre, c'est pas précisé. Il n'y a pas. Donc, si le pilote passe ce virage à 2,40 pendant 47 tours, qu'il y a un jaune et qu'il le passe à 2,30, il a ralenti. Sauf que c'est nettement trop par rapport à ce qui va se passer. Donc là encore, on ne peut pas inventer les normes. Il fallait mettre le jaune. Et ce n'est pas les normes, ce n'est pas la réglementation. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je vais vous le dire. Évidemment que, attention, analyse Laurent Godin, hein, pas forcément la bonne. Je vous fais juge. Évidemment que la McLaren était mal placée. Évidemment que les drapeaux blancs, à la fois les marshalling light, qu'on voit de très loin, à la fois les drapeaux blancs étaient agités. On a vérifié plusieurs fois, les images de direct sont là. Vous regardez les images de direct, vous voyez bien qu'il y a le drapeau blanc agité et le machin et le light qui fonctionne. Donc oui, il a fait une faute, il ne devrait pas être là. C'est une évidence. Là-dessus, la Mercedes de Gounon passe et les autres, il y en a une qui passe et l'autre qui passe pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont en bagarre. Ils sont en bagarre. Et qu'est-ce que tu fais quand tu es en bagarre, d'après toi? Tu soudes. Tu soudes, tu t'occupes du cul de la voiture d'en face, devant. Pas de ce qui se passe autour, parce que c'est le fight, c'est la compétition. Donc, de temps en temps, ça passe pas. Donc, c'est passé pour Jules, c'est passé pour Marot, mais c'est pas passé pour Laurine. Mais on est dans les normes. Drapeau blanc, télévision qui annonce ce truc. Voilà, qu'est-ce que je vous dise? Et pourquoi chercher un responsable sur ce triste accident? Il n'y en a pas, c'est comme ça. Je pense que si, dans les normes qu'on a, hein, alors il n'y a qu'à mettre le jaune. Déjà, c'est pas énorme. Mais admettons qu'on ait mis un jaune. Est-ce que les gens ralentissent vraiment sous jaune? De votre expérience, vous allez me dire, pas forcément, non? On en revient à ce que tu disais il y a quelques instants, que tu ralentis de 2,50 à 2,40 ou à 2,30, bon, ça t'as ralenti, mais sur la situation, c'est pas suffisant pour être en contrôle en cas d'un hasard, comme on dit en anglais, en piste, quoi. Maintenant, voilà, c'est ce qu'on appelle une conjonction de circonstances. Le pilote de la McLaren, il crève, il essaye de rentrer, il est en train de perdre sa compétition, perdre sa course, perdre son 24 heures. Il est en train de dire, je vais ramener la voiture comment, mes équipiers vont-ils rouler? On est abandonné. C'est très tôt en plus. En plus, c'est tôt dans la course, exactement. Donc le mec, il est en plein stress. Il est en plein stress. Arrêtons de vouloir, depuis son salon, expliquer calmement ce qui se passe dans la tête d'un pilote qui est en train de tout perdre. Et pour aller plus loin, c'est la même chose pour les full course yellow. On voit aussi maintenant de plus en plus d'accrochage dans les full course yellow avec des pilotes qui ralentissent, on va dire, au dernier moment, voire même après le dernier moment. Et résultat des courses. Dans la seconde, bien sûr, la course à 100 piles. Qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Alors faudrait les pénaliser. Là, maintenant, on me dit qu'il faudra pénaliser les drapeaux bleus. Ouais, alors là, mes amis, je ne sais pas si vous voyez, la Verratti, un drapeau bleu, catégorie, pas catégorie, bronze, pro qui attaque un pro avec des pneus neufs, pas neufs. C'est un délire. Tu ne peux pas t'occuper des drapeaux bleus. C'est impossible. Je veux dire, comment tu sais? Les drapeaux bleus, il y en a dans une course, des milliers. Tu veux contrôler des milliers de drapeaux bleus, voir si la véracité est bonne et si vraiment le mec a dû se pousser ou pas. C'est impossible, ça n'existe pas. Et encore, ça n'existe pas. On ne peut pas, à chaque fois qu'il y a un incident, inventer une nouvelle règle. C'est pas comme ça, le sport automobile. Elles sont bonnes, elles sont mauvaises, hein, c'est autre chose, hein, mais il y a des règles. Comme en début de course, oui, il fallait, soi-disant, faire je sais pas quoi, il y avait trop de full course yellow, donc il fallait passer un drapeau pour calmer tout le monde. Le drapeau qui calmait tout le monde, ça n'existe pas. C'est un peu le souci avec les gens qui voulaient le retour des bacs à gravier. Maintenant, on a des bacs à gravier, c'est très bien, mais quand la voiture est tankée dans le bac, tu es obligé de neutraliser parce que le mec ne peut pas sortir du bac. Il n'y a pas de solution miracle au final. Non, il y a trop de full course yellow, il y a trop de neutralisation. Alors, deux choses. La première, c'est qu'effectivement, comme tu l'as dit, quand il y a une voiture dans le bac, faut la retirer.
Parce que si tu es... Mais pourquoi vous faites full course yellow? Parce que safety car, c'est... tant que une vitesse safety car moyenne, c'est 140, 160. Et comme les gens, comme la plupart des équipes et des pilotes souhaitent qu'on aille plus vite parce que leur refroidissement, les pneus et blablabla, on est souvent à un peu plus de 160. Tu vas arriver sur un accident avec des commissaires partout à 160, toi, en peloton. Après, on va dire, ah, ils ont tué un commissaire, ils allaient trop vite. Non, donc full course yellow, ça calme tout le monde tout de suite. Bon. Neutralisation, on arrête tout. On fait de la sécurité, on envoie des commissaires, on sort le pilote, voir s'il est blessé, pas blessé, s'il faut appeler le médical, pas le médical, il faut envoyer le plateau, enfin le Manitou, parce qu'il faut être dans le bac à gravier, le plateau il n'y va pas, et le Manitou il sort la voiture, il la met sur le bassin, ça prend du temps. Il n'y aurait pas de gravier comme au Ricard, ça irait plus vite. Il y a des bacs à gravier, pas Monza, et à chaque fois qu'il y en a une dans le bac, quel que soit le type de championnat, évidemment que c'est pour l'eau, tu vas pas travailler des gens dans la trajectoire de sortie, avec des commissaires, des panneuses et des drues. On a déjà vu ce que ça faisait les grues par le passé en Formule 1. Oui, quand tu sais surtout l'importance de la sécurité aujourd'hui à tout niveau, quoi. Ceux qui brament parce qu'il y a des faux parce que c'est dangereux, c'est pas de bien de pas les courses. Si jamais il y a le moins d'accidents sous safety car, il y a un accident, c'est pas normal. Dans le cas présent, full course yellow, oui. Alors, s'ajoute à cela, dans les réglementations du championnat, ce qu'on appelle le full course yellow long. Pour une équité parfaite sportive, à savoir que tout le monde puisse, que le full course yellow ne bénéficie pas à certains et pas à d'autres. Parce que si les cours, si tu rentres là, t'es pas avantagé. Tu vois, l'avantage de rentrer ou de sortir du full course yellow, il y a un avantage qui peut jouer sur le classement général de la course, au bout du compte. Et donc, c'est un full yellow qui déciderait qui est devant. C'est pas vraiment normal, au demeurant. Mais les full course yellow longs, c'est 2 tours. Ça permet à tout le monde de faire ce qu'il a à faire dans les 2 tours, de rentrer, de pas rentrer, de faire ce qu'il veut. C'est 2 tours. Tout le monde est sur le même pied d'égalité. Il n'y a pas un demi-tour ou un tour pour quelqu'un qui a réussi à l'exploiter et pas l'autre. Le course yellow long, 2 tours. Au moins, c'est éthique. C'est pas un full course yellow ou un safety car qui décide du classement général. Par contre, je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter sur les 24 heures ou si on enchaîne directement avec l'accident GT4 European Series. Là, si on passe en GT4 avec l'accident de Paul Petit qui est quand même un peu miraculeux qu'il arrive à s'en sortir. Alors, Paul Petit, j'ai une autre analyse. Ah, alors vas-y. Alors, ça, là encore, c'est contre les FIA Rules. Je suis désolé. On s'aperçoit que nos règles sont immuables. On ne peut pas inventer en cours de route des règles. On ne peut pas inventer leur adaptation. On doit rester dans les règles. C'est comme ça. C'est partout. C'est même en F1. Et pourquoi ils font pas ça? Parce que c'est pas les règles. Et je vous rappelle que les épreuves ont des licences qui impliquent qu'on applique les règles et que les pilotes ont des licences qui impliquent qu'ils appliquent les règles et que tout le monde doit appliquer les règles. C'est comme ça. C'est pas. Oui, on pourrait dire ah bah il y a qu'à faire ça. C'est pas aux règles. C'est pas au règlement. Oui. Donc dans le cas présent, tu peux pas marquer un but avec la main au football. C'est pas dans les règles. C'est possible, mais c'est pas. Il y en a qui l'ont fait. Ouais. Faut pas se faire gauler. Mais c'est tout. Voilà. Mais globalement, c'est comme ça. Donc, dans le cadre du GT4 aujourd'hui, on a un peu le même problème, à savoir, est-ce que les pilotes ralentissent réellement sous jaune? Aujourd'hui, une fois encore, nous avons une notion de compétition qui est exacerbée. Tout le monde veut gagner. Et c'est normal, c'est une course. Donc là encore, c'est ce que je dis au départ, quand vous lâchez des gens qui veulent gagner sur la piste, il se passe forcément des choses, c'est normal. Ils veulent gagner, donc ils ralentissent pas. Donc si tu vois un gars qui est en vrac, tu te dis, ah, c'est un de moins. Je viens d'en doubler, hein. Donc on ralentit pas, on lève un petit peu, tu vois, et puis dès qu'on voit un trou, paf, on passe et on repart. Dans le cas présent, si quelque chose devait être amélioré, alors c'est pas les règles. Dans le cas présent, ce que je vais améliorer, c'est peut-être la notion de feu, le marshalling extérieur avec les lights très puissants, les LED très puissantes, se voient de loin. C'est-à-dire que la portée, c'est une théorie personnelle. Ça n'est pas une théorie. Comme je dis, c'est pas dans les règlements, mais on y travaille parce que quelque part, on se pose la question. Je vous explique rapidement. Aujourd'hui, un marshalling extérieur light se voit la portée de vision de ce marshalling est bien plus élevée qu'un drapeau. Or, l'argumentation, c'est de dire, après l'accident, c'est ouvert. Et dans le cas présent, vous regardez toutes les images, on voit le truc ouvert. C'est-à-dire que la voiture est en vrac, 25 mètres plus loin, il y a un verre. Qu'est-ce qui se passe psychologiquement dans la tête des gens qui voient le verre 30 mètres avant l'accident? Oui, c'est ce qui retient leur attention, en fait, quoi. Donc, et la solution n'est-elle pas, au moins pas sur le raidillon, de dire, c'est tout le secteur. Quand il y a un problème dans le secteur, c'est tout le secteur qui passe jaune. Pour essayer de calmer un peu les choses et réduire la vitesse. C'est ma théorie.
Je sais que pour l'instant, les sportifs ne la partagent pas, mais dès que tu mets un verre à un pilote, c'est invariablement pied au plancher. Perso, je suis peut-être pas objectif parce que Paul est un ami, mais on a quand même un mec en BM qui, qui sort des limites de piste, qui n'en est pas à son premier coup d'essai parce que c'était la même chose au Paul Ricard lors de l'ouverture de la saison, qui n'a pas été pénalisé d'ailleurs, et que là, le mec, il sort des limites de piste, tu as l'impression que le mec, il sort volontairement des limites de piste parce qu'il, de toute façon, ne serait pas pénalisé, qui vient harponner une Audi et qui se fait harponner après 2 fois et tout. Et là, franchement, quand tu vois la sanction, alors je sais bien qu'on juge le fait et pas la conséquence. Okay. Alors voilà, là encore, les règles, c'est de juger le fait et pas les conséquences. C'est la règle immuable sportive. Donc, on est désolé qu'ils partent en travers, qu'ils se fassent démonter l'avant par une BM et démonter l'arrière par une Porsche. Désolé, mais ce n'est que la conséquence. Et en règle sportive, en droit sportif, on ne juge pas les conséquences, mais les faits. Et les faits, c'est quoi? Les faits, c'est une voiture je suis désolé de vous dire ça, mais c'est vrai, a dépassé une autre off-limit, track limits, et est revenu sur la piste pour le pousser. Eh bien, ça, dans nos règles, c'est 10 places sur la grille. Quand tu ruines la course de quelqu'un en le dépassant hors des limites de piste et tu le touches et que tu l'en vas partir, c'est 10 places sur la grille. Vous allez me dire 10 places sur la grille pour une voiture découpée en deux. Mais une fois encore, c'est pas les conséquences qu'on juge, sportivement parlant, c'est le fait. Et le fait, c'est 10 places sur la grille. Donc, les officiels ont jugé que c'était plus important parce qu'ils n'ont pas mis 10 places, mais 20 places pour la prochaine course. Okay. Oui, parce que peut-être qu'ils ont tenu compte, comme tu l'as dit, des précédents et du comportement potentiel du pilote. J'en sais rien, j'étais pas. Là encore, le promoteur n'est pas dans le collège. Il est en direction de course, mais il peut conseiller, il peut dire tiens, je pense que attention, il y a ça. Il peut attirer l'attention et alimenter des datas pour la prise de décision, mais il n'apprend pas. La décision, c'est forcément dans les courses, forcément le collège. Mais par contre, ce que moi, perso, je trouve vraiment pas normal après ce qui s'est passé, c'est que on enlève 1 point de bonne conduite et pas 2, et on dit que c'est en fonction de la gravité des faits. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour en enlever 2? J'ai eu Paul Petit en ligne sur le sujet pendant une bonne demi-heure, on est tombé d'accord, il est content parce que il va y avoir désormais le cas Paul Petit qui va sûrement, je le souhaite, sûrement aboutir en 2026 sur la loi Paul Petit. Pourquoi vous ne changez pas ça maintenant? Parce que tu n'as pas le droit. Parce qu'une fois encore, les règles et FIA font que quelque part, quand tu déposes ton règlement, tu n'as pas le droit de le changer pendant la saison. C'est interdit. Donc personne ne prend le risque de changer quoi que ce soit, tu n'as pas le droit. Donc, dans le cas Paul Petit, premièrement, c'est un départ de GT4 au Raidillon. C'est forcément un moment à haut risque. Une fois encore, on revient à ce que je dis initialement. Quand tu mets des gens avec un casque pour gagner sur une piste à 40 bagnoles, il ne faut pas s'attendre à des miracles. Forcément, ça va doubler, ça va dépasser, ça va se toucher, ça va sortir. C'est comme ça. C'est partie du jeu. D'ailleurs, c'est ce que le public vient aussi voir. Il faut arrêter d'être hypocrite. C'est aussi ce côté faille, ce côté combat sur la piste qu'ils veulent voir. Donc, dans le cas présent, il y a une faute de la BMW, dépassement hors limite de piste, touchette, travers. Si aujourd'hui, personne n'avait touché à l'Audi de Paul Petit, il aurait été déçu, il aurait dit quel con ce pilote en parlant de l'autre, et puis ça serait arrêté là. Manque de chance, les conséquences ont fait qu'il s'est fait découper en 2. En l'occurrence en 3. Croyez-moi, quand on voit les images, allez voir les images embarquées sur sa caméra, ça pique. Hein. Miraculé. Je fais un aparté par rapport à la McLaren, par rapport au GT4. La conception des autos aujourd'hui permet quand même beaucoup de choses. Hein. Il y a une évolution. Rappelez-vous de Jack Aitken il y a 2-3 ans avec Lamborghini, il ne restait plus que des morceaux, hein, je veux dire. Donc les voitures ont beaucoup progressé, heureusement pour nous tous, j'ai l'impression. Bon, maintenant, je reviens au cas Paul Petit. Donc la course et les incidents liés à la course qui sont inhérents et qui ne changeront pas. Il n'y a pas de paramètres sur lesquels on peut dire ne faites pas la course. On n'est pas sur un karting loisir où tu peux taper le bouton pour calmer tout le monde. Ça n'existe pas. Donc, on est en course, il y a des gens qui font la course. Et la course, c'est aussi les contacts, les dépassements hasardeux, les tentatives. C'est tout ça, la course. Ça fait partie du jeu. Ça ne changera pas. Deuxièmement, le cas spécifique de dire on ne juge que la partie fact et pas la partie conséquence. La décision du collège, elle est motivée par plusieurs choses. La première, 10 places, règlement standard, augmenté de 20 places par la violence ou le facteur important de ce qui a été fait. Pas les conséquences, mais comment ça a été fait. À l'endroit où ça a été fait. Raidillon, extérieur, sortie, intérieur. C'est ça qu'ils ont jugé
dangereux. Donc, donc il a pris 20 places qui contestent, hein, au demeurant, pour votre information. Ça sera le next step après, parce qu'après, on vous dira, je conteste. Et il a pris qu'un point parce que l'ingénieur de l'équipe est venu avec des datas qui semblaient être recevables, expliquant que suite à un contact dans le bas du raidillon, ils ont eu un problème de direction et que la voiture est devenue en haut du raidillon, après avoir évidemment enjambé les livreurs, ce qui n'est pas forcément une bonne idée, mais bon, c'est comme ça, elle est devenue ingérable et qu'il n'a pas pu la maîtriser à cause des problèmes de technique de direction. Donc il a été dans cette philosophie, dans cet acte, de dire, bon, nous tenons compte du potentiel, effectivement, incident technique que la BMW a pu subir au moment du départ et qu'un problème potentiel qui, évidemment, sur les datas, était recevable. Donc, il a eu qu'un point. Enfin, je vais aller un peu plus loin, mais on ne nous prendrait pas un peu pour des cons, là? C'est possible, c'est pour ça que je dis potentiel, c'est possible. Je n'ai pas vu les acquis de données, puisque ça relève du secret de gestion entre l'équipe, l'ingénieur et le collège. Je dis juste qu'il a donné des éléments qui ont permis, mais qui ont laissé au collège un doute qui a fait qu'il n'a pas eu 2 points, mais 1 point. Non, mais et tu nous dis en plus que le team conteste la décision conteste la pénalité? Oui. Alors là, on nous prend doublement pour des cons. Mais alors, Laurent. Non, mais à un moment. Non. Tous les teams contestent tout. Non, mais là, mais là, ok, que tu contestes une BOP, ok, mais là, tu peux pas contester, c'est pas possible, tu peux pas contester un truc comme ça. Le même team conteste aussi la pénalité de la course 1, où il envoie en tête à queue McLaren, mais c'est flagrant, même quelqu'un qui n'y connaît rien en sport auto peut pas aller contre, et le team ose en plus faire appel de la décision, et le pilote sur les réseaux sociaux balance comme quoi on lui a volé la victoire. On marche sur la tête, on est chez les fous là, c'est pas possible. Je conçois que tu sois ému, Laurent, mais ce phénomène est d'un classicisme. Mais à un moment, le problème, moi ce que je reproche dans le truc, c'est qu'il y a les mecs il n'y a pas de pénalité en fait. On te pénalise d'une amende financière si tu es 0,1 km/h en plus dans la voie des stands, ok, très bien. Et je trouve qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas de logique dans tout ça. C'est pour ça que je te parlais de la jurisprudence Paul Petit, puisque on a tendance à penser un peu comme toi, de dire que non seulement vous faites une faute, mais en plus vous avez l'outrecuidance de la contester et de se servir du règlement en place pour le contester, règlement qui le permet, puisque là encore, ce sont des rules FIA qui permettent à n'importe quelle équipe de contester la faute à laquelle il est accusé. Donc il y a effectivement un appel en cours sur la décision de la cour numéro 1. C'est une procédure sportive qu'il faut aller au bout, c'est comme ça. Je veux dire, c'est comme en loi normale, si tu fais appel, tu instruis l'appel. Même si tu n'as aucune chance, tu instruis l'appel, c'est comme ça. Ce qui est quand même paradoxal sur la décision de la course 1, c'est que le team fait appel de quelque chose qui n'est pas susceptible d'appel. Oui, mais ils ont fait appel quand même, et en législation normale, ça sera jugé. Alors, c'est au tribunal d'appel de juger si l'appel est recevable. T'as le même exemple au Nürburgring avec l'histoire de Manthey, Laurent. Oui, exactement. Pareil. C'est pas appel, mais c'est jugé par un tribunal parce que le mec, il a voulu faire appel. Mais comme ça. Oui, mais c'est les lois sportives, je n'y peux rien. Non, alors, l'appel, il a fait appel dans la deuxième course, effectivement, et là, dans l'ensemble, on lui a expliqué qu'il fallait peut-être se calmer un peu. Donc, il a déposé l'appel dans un premier temps et il l'a retiré après. Donc, si je comprends bien, Laurent, il y a une histoire FIA, il y a des règles FIA, mais vous ne pouvez pas mettre ce que vous voulez. Vous ne pouvez pas, en fait, exclure un pilote comme on peut exclure avec un carton rouge en foot. Ça n'existe pas. Il faudrait que le type il ait fait un truc autre qu'un dépassement hors limite de piste et un contact avec une voiture. Vous voyez ce que je dis ou pas? Là, vous êtes dans l'émotion parce que Paul Petit s'est fait couper en 3. Ça n'est que la conséquence. Ça n'est pas la faute initiale. Juridiquement parlant, on gère la faute initiale. La faute initiale, c'est ni plus ni moins qu'un dépassement hors limite de piste et un contact. Oui, mais après, si tu as le même contact au sein d'un peloton où il n'y a pas forcément de fautif, ok, sauf que là, tu as quand même un mec qui. Alors évidemment, on va te dire que le mec, il a eu un contact avant, qu'il n'a pas géré la direction. Bon, bref. Mais le mec sort des limites de piste, et ça, c'est quelque chose. T'en sais rien, c'est peut-être vrai. Il a peut-être la direction de la BMW en vrac, on ne sait pas. Toi et moi, on ne sait pas. C'est peut-être vrai, et les acquis sont là pour le prouver. Voilà, il y a peut-être un problème technique, c'est possible. Alors, là encore, notre émotion parle. Non, calmons-nous, il a peut-être un problème, c'est possible.
c'est vrai qu'on n'a jamais exclu qui que ce soit dans un championnat SRO, ça n'a jamais fait. Je veux dire, la dernière fois que j'ai exclu quelqu'un, c'est on était chez Renault Sport, donc ça fait il y a prescription. Donc moi on n'a jamais exclu quelqu'un, ça n'existe pas. Je veux dire, et tu n'exclus pas quelqu'un pour une faute basique, déjà répertoriée et déjà pénalisée. Par contre, et c'est là que je parle de jurisprudence, nous allons analyser cet hiver le cas. Et puisque tu as bloqué là-dessus, et je pense que tu as raison, c'est à savoir que les points de pénalité, c'est peut-être un peu light, c'est peut-être pas assez, désormais assez intimidant, assez suffisant. Donc on va sûrement aller vers un règlement qui s'approche du règlement qu'il y a en GT3, GT4 USA, où il y a un management de GT World USA, où il y a un management des points beaucoup plus compliqué, beaucoup plus fort que nous l'avons nous, avec par exemple les points qui ne sont pas éliminés mais qui tu les gardes à l'année, et pas nous, tu sais, au bout de 2 courses, tu les as plus. Là maintenant, les Américains, ils le laissent, et tu peux prendre, si vraiment tu fais des conneries, une suspension d'une épreuve. Ça va donc jusqu'à la suspension d'une épreuve. Aux États-Unis, oui, pas en Europe. C'est pas quelque chose d'européen. Ça n'existe pas nulle part, ça. Le pilote là, en retournement, qui a été exprimé sa joie, un autre pilote au niveau du virage Dunlop, je ne crois pas qu'il ait été suspendu. Je veux dire, c'est pas dans les règlements. Tu peux pas. Tu veux faire quoi? La prochaine fois, c'est quoi? C'est le plan d'exécution ou la pendaison? Il y a un moment, il faut bien calmer. Il y a un moment, mais arrêtez. Je veux dire, c'est pas ça. La règle, on la voit au Nürburgring avec le fameux 10 drapeaux rouges de notre ami Mirko, ou qui, lui, par contre, aurait pu ou peut encore même perdre sa licence s'il avait recommencé. Donc là, ça peut quand même aller plus loin. Drapeau rouge, drapeau noir, ça a tendance à irriter les officiels, oui, absolument. Ouais, surtout sur 10 drapeaux rouges. En plus. Un seul, tu peux dire, 10. Il y avait une décision qui disait que si jamais il était repris à faire la même erreur, là, il perdait sa licence. D'ailleurs, ils ont retiré des licences, Pierre, pendant la course, à des pilotes à qui ils ont interdit de rouler. Pour des excès de vitesse sous code 60. Ouais. Alors, en plus de la réglementation des FIA, qui sont à appliquer pour tout le monde, les teams, les promoteurs, les directeurs de course, les collèges comme ça, tout ça, il y a des règles internationales FIA, tu les respectes et tu n'inventes pas tes propres règles parce que tu as un coup d'émotion ou parce que les conséquences ont été importantes ou parce que tu penses que faire ça, c'est mieux que ça. Ça n'existe pas. Par contre, les disciplines, elles, ont leurs propres règles. Ils déposent leurs règles avec un chèque à la FIA en fin d'année et c'est admis ou pas admis par le Conseil mondial, et tu as tes propres règles. Dans le cas présent, dans le cas de drapeau rouge ou des codes 60 au Nürburgring, c'est sûrement dans les règles spécifiques du championnat. C'est pour ça que je parle, moi, d'évolution de cette management des points de pénalité, des points de licence et des retraits de licence potentielles et des suspensions potentielles. C'est que dans notre règlement l'année prochaine, va figurer, du moins je l'espère, une gestion plus pointue des points qui permettra, je pense, à certains de se calmer ou effectivement de passer le week-end suivant à la maison avec ses enfants et sa femme. Attention, c'est pas parce que tu le mets dans ton règlement que c'est accepté. Tu peux très bien dire je veux bouger ça, je vais faire ça, je vais jouer différemment et je vais expérimenter. Tu peux avoir un juriste qui dit refus. Ouais, parce qu'il faut penser pour aller plus loin, et c'est le cas, on peut le penser pour CSA, pour Schumacher CLRT ou pour Speedcar, c'est que ça peut mettre aussi en péril la suite de la saison du team parce que il y a des assurances, il faut racheter un châssis pour la reconstruire et il faut que quelqu'un paye à un moment. Alors ça, c'est bien que tu parles de ça, Laurent, parce que c'est le step d'après. C'est-à-dire qu'on a vu ensemble qu'est-ce qui se passait, comment c'était géré, pourquoi, qu'est-ce qu'on pouvait faire et qu'est-ce que les pilotes n'ont pas fait ou pas fait. Le next step d'après, ce que les gens ne savent pas, ce que les promoteurs savent tous, mais ce que le grand public ne sait pas, c'est que le step d'après, et tu l'as plus ou moins évoqué avec les protestes de l'équipe concernée sur l'épreuve de Spa en GT4, c'est qu'après, tu as les gens qui sont dans une phase différente, qui se disent « mais nous sommes clients ». Oui, mais ça te donne pas tous les droits. Ça, c'est toi qui le dis. C'est un point de vue extérieur. Tu me parlais de suspension, etc. Aller dire à une équipe aujourd'hui, votre pilote en est à sa 4e connerie en 3 courses, selon le barème des points qu'on a mis en place, et jurisprudence Paul Petit, vous êtes suspendu. Commercialement, je peux te dire que l'équipe en face, elle est contente. Hein. Ouais, mais elle le sait avant, par contre, parce que c'est dans le règlement avant. Alors ça, excuse-moi Laurent, je suis d'accord avec toi, mais ça n'a absolument aucune valeur.
chez eux. Quand tu suspends un pilote et donc que tu prives l'équipe des revenus liés au pilote, que tu vexes le pilote, parce que si je suis suspendu, je ne reviendrai pas, et que le type arrête la saison-là, commercialement parlant, le type en face, il n'a pas envie de t'écouter. Le type qui est pénalisé aujourd'hui en face de toi, il n'a pas envie de t'écouter. Il va inventer, il va se persuader, il va expliquer, le team manager non plus, que c'est pas qu'on est des mauvais, qu'on ne sait pas gérer, qu'on n'est pas des. J'entends ça toute l'année. On n'est pas des professionnels et surtout, attention, il nous menace. Hein, nous sommes des clients. Alors quand tu te dis, Pierre, que être client, ça empêche de respecter des règles, crois-moi, il y a certains qui n'ont pas compris ça. Un peu plus loin, là. Oui, mais vous voulez le back-office, je vous donne le back-office. Alors, évidemment, personne t'en parle. Ça c'est un petit peu out of record. Si on n'a pas ça, on arrête. J'entends ça régulièrement, oui, bien sûr. Ouais, parce que là, enfin, tout le monde le sait, ça c'est pas un secret, que les assurances pour les voitures, ça coûte de plus en plus cher, qu'il y a des histoires de franchise qui sont de plus en plus chères, et que ces équipes-là doivent reconstruire une voiture. Chaque fois que tu en cartonnes une, derrière, Alors, la franchise, ça pique un peu. Hein, je veux dire, l'assureur, il te dit, je connais même des équipes qui n'ont plus d'assurance parce que l'assureur ne veut plus assurer. S'il y a eu trop d'accidents liés à la malchance, au comportement des pilotes, à l'agressivité de qui tu veux. Mais oui, l'assurance aujourd'hui, en termes de commitment, c'est extrêmement compliqué, c'est de plus en plus cher et ça rembourse de moins en moins. Ça, c'est pour sûr. Aujourd'hui, si vous pensez que ça marche comme moteur normal chez vous, c'est-à-dire que vous pliez votre 208 autour d'un arbre sur la nationale 13 et qu'en gros, votre utilisateur va écouter machin, etc., ok, vous rembourse la chaîne nouvelle, ça ne marche pas comme ça. Hein. Là, si tu es remboursé la McLaren, là, j'estime que le remboursement, il va s'effectuer à hauteur de un peu moins de la moitié. C'est à l'équipe de trouver l'autre moitié. Et donc ça peut mettre en 200 000 euros. la suite des programmes X ou Y. Quoi. Complètement. Chaque fois qu'il y a un accident, que ce soit en GT3, en GT4, le programme est forcément mis en incident. Alors après, tu as les pilotes qui payent parce qu'ils savent que c'est eux, ils payent. Il y a ceux qui disent ah ben non, moi je ne paierai pas parce que c'est pas moi, c'est le directeur de course, c'est la circuit, c'est le manager, c'est l'ingénieur. Oui, il y a derrière le rideau, les histoires sont pas aussi reluisantes et sont un peu plus compliquées que ça. Et c'est pour ça que quelque part, quand tu exclus quelqu'un quand tu apprennes de quelqu'un d'accident, ça a des conséquences effectivement commerciales et du nombre de voitures sur la grille, bien sûr. Ça, tu n'auras personne qui va te le dire. Moi, je te le dis. Et pour en revenir un peu au GT3, est-ce qu'il ne faudrait pas, notamment pour les Cross-Trail 24 heures de Spa, que les pilotes qui s'engagent sur cette course aient au moins disputé auparavant une course dans le championnat? Et il y a un peu les deux cas, parce que bon, Josh Mason, il fait une connerie, mais à côté de ça, on a d'autres rookies. On prend un Lorenzo Doniaco qui débutait, qui lui a fait une copie parfaite. Donc Voilà. je comprends qu'on ne puisse pas les éliminer, mais est-ce qu'il ne faudrait pas au moins, avec des pilotes qui ont par exemple jamais roulé de nuit? Oui, mais là encore, dans le système S0 aujourd'hui, la plupart des pilotes roulent un petit peu avant, ou dans le championnat, ou dans les épreuves préalables, notamment l'épreuve du Ricard. Bon. Après ça, il y a, pour ceux qui n'ont jamais roulé, l'obligation de faire les bronze tests. Ils ont une journée complète de tests, et c'est une obligation pour tous ceux silver ou même gold ou même machin. Si le pilote arrive d'Australie, des années qu'il n'a jamais roulé sur le machin, il va au bronze test. Ensuite, il y a les PET tests. Après ça, il y a les essais privés, les pré-qualifs, les qualifs et l'obligation de rouler de nuit dans le live practice. T'oublies le prologue aussi. Et le prologue, merci. Le tout avec une licence et une catégorisation driver fait par la FIA. Après, tu veux faire quoi? Leur demander leur ADN? Je veux dire, il y a un moment donné, tu peux pas faire beaucoup mieux, quoi. Je veux dire, c'est pareil à Au Mans, tu fais pas n'importe, au Mans, tu t'arrives pas un peu comme ça. Nürburgring, il faut te qualifier avant. Oui, on a le même système, on a les systèmes de qualification et de reconnaissance. Ça n'empêchera pas un peu de faire une erreur. Je vous l'ai dit, le pauvre Joshua Mason, qui a quand même fait de la monoplace à haut niveau, hein, c'est pas un débutant, hein, le garçon. Il a vu sa course s'arrêter après 2 heures. Donc, forcément, il y a une notion de perturbation et il s'est trouvé au mauvais endroit au même moment. Et pour rebondir sur cet aspect là des pilotes amateurs et ou débutants, il y a eu pas mal d'interrogations sur la qualif en nocturne ou en soirée, on va dire, avec la qualif qui a duré assez longtemps, la Q1, du fait des sorties. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous pourriez changer? Un beau jaune nous a arrêté tout le temps. Tu fais pas une qualif sous jaune. Tu peux d'un côté hurler après eux parce qu'ils ralentissent pas sous jaune et en même temps faire une qualif sous jaune. Il y a un moment, c'est paradoxal, c'est pas compatible. Dès qu'il y a un jaune,
C'est-à-dire que la piste n'est plus propre à faire un temps. On est d'accord, puisque là, t'as les jaunes, il y a un secteur jaune là, tu peux pas à fond puisque c'est un secteur jaune, donc le temps n'a pas de valeur. Donc le type qui a eu un jaune dans son temps de qualif, il est pénalisé. Ah, donc il n'y a pas de temps. Ouais, mais est-ce que c'est pas le timing qu'il faut pas changer, en fait, que ce soit plus tôt dans la journée pour pas que ce soit décalé comme ça avec des conditions un peu différentes en fonction des qualifs, si ça prend plus de temps? Et c'est quoi les conditions un peu différentes après les qualifs? Quelles étaient pour toi? Moi je veux bien, hein, mais dis-moi quelles sont les conditions différentes que tu as eues en qualif. Non, mais est-ce qu'il ne faudrait pas, par exemple, que les qualifs soient le vendredi matin et la Super Bowl le vendredi après-midi? Alors, je comprends qu'il y a des séries support, qu'il y a tout ce qu'il faut à côté et que le temps de piste est déjà super restreint, mais est-ce qu'il ne faudrait pas faire? Le propre des vainqueurs de Spa, c'est un timing plein. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas le cas partout sur les épreuves de 24 heures d'autres séries toutes fabuleuses au demeurant. Je suis admiratif de ce qui se passe au Mans, j'adore ça. Mais aujourd'hui, le propre du vainqueur de Spa, c'est un timing complet. C'est-à-dire que le visiteur que tu veux faire venir, comme tu l'as dit, depuis le mardi jusqu'au dimanche, bah, il en a pour son argent, parce que ça commence à 9 heures et ça finit à minuit tous les jours. Ça fait partie de la fête, c'est ça. Donc dire aujourd'hui aux courses de support qui participent eux aussi à la fête, à l'intérêt et au financement, hein, pendant qu'on y est, leur dire bah, finalement tu vas rouler le jeudi matin, ouais, ça pique un peu. Hein. Dans le côté, nous sommes les clients, donc on s'affranchit des réglementations, des lois et des machins, oui, je l'ai entendu dire, on va changer ça parce que vous comprenez, il y a trop d'arrêts dans les qualifs, donc ça nous porte trop loin. Parce qu'il n'y aura pas d'arrêt dans les qualifs le lendemain. Est-ce que tu peux garantir, toi, que le lendemain, il n'y aura pas de drapeau jaune et donc de drapeau rouge au bout du compte dans la qualif du lendemain? Donc ton timing, il avait un éclat pareil le vendredi. Et donc ta Super Bowl, au lieu qu'elle soit à 17h, elle sera à 21h et ça va hurler pareil. Il faut se méfier des conclusions hâtives, en règle générale, en automobile. On a vu là, il faudrait faire ça, faudrait faire ça, faudrait. Depuis un canapé, c'est sûrement facile. Depuis la pression d'un circuit avec des équipes qui jouent la gagne, dont l'image est engagée, tout ça doit rester dans les normes spécifiques. Tu n'inventes pas en cours de route tes réglementations. C'est pas possible. Tu n'adaptes pas, parce qu'autrement, tu passes ton temps à t'adapter. Hein. Attention, on dirait, oui, mais vous avez fait une adaptation là, jurisprudence, là aussi. Et là, c'est fini. Ton truc, il part en live. Il faut bien suivre des règles. Bonnes, mauvaises, il faut bien les suivre. Dans le cas présent, changer le format des qualifs, pour moi, n'aura pas un impact, si ce n'est un impact important sur le timing. Alors, je n'ai pas dit qu'on n'allait pas l'étudier, hein, bien sûr, hein, Laurent. Je préférais qu'on change le timing de la Super Bowl pour faire quelque chose de plus spectaculaire. Ce qui a été un peu à l'étude à un moment. Et qui n'a pas été fait, pourquoi? Parce que les équipes n'ont pas toutes été d'accord Parce que c'était pas au règlement. Mais après, vous auriez pu amender le règlement si toutes les équipes avaient voté pour ou pas? Oui, mais ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas. J'ai jamais vu. Le seul évolution de règlement que j'ai pu voir dans ma carrière qui se passerait de l'accord de tous les teams, c'est un élément lié à la sécurité pure et dure. C'est tout. Le reste du temps, tu ne fais pas ce que tu veux. Aujourd'hui, je vous donne un exemple assez basique, mais très basique. Vous nous aviez dit, et je l'avais dit à la fois sur Endurance Info, à la fois sur d'autres médias, nous espérons voir le format de la Super Bowl, de la Super Bowl évoluer pour quelque chose de plus spectaculaire, de moins contraignant en termes de gestion du temps et de spectaculaire sur la piste. J'espérais ça. Nous avons donc proposé un format aux équipes qui nous ont rappelé au règlement. Si je passais outre les équipes, et je disais, je m'en fous de ce qu'elles disent, dans le particulier, on pond un règlement, il aurait fallu que j'aille l'accord de la SN, du collège, et les équipes. Au cours de la saison, tu réussis à avoir l'union sacrée. Jamais. Surtout à Spa. Pour différentes raisons. Et si jamais je passais en force quand même, j'imagine, j'imagine n'importe quoi, pole position de Porsche, Levée de bouclier. protestation de BMW, votre Super Pole là, elle n'est pas au règlement. Terminé la Super Pole. Appel, FIA, vous avez perdu, vous n'êtes pas bien, vous ne pouvez pas faire ça. Attention, autrement, vous supprimez votre licence. Terminé. Donc, on ne fait pas ce qu'on veut. Même le promoteur ne fait pas ce que bon lui semble, c'est pas possible. On doit rester dans les règles initiales et les règlements à la fois de la FIA et à la fois de la discipline déposés le décembre de l'année précédant la compétition. Donc quand on me dit qu'il faut faire ça, oui, sûrement, l'année prochaine. D'où
D'où la discussion autour des points, du management des points, après les conséquences, pour une fois, hein, là on parle des conséquences et plus du fait de la course et du accident de Paul Petit avec l'Audi de chez Speedcar. Vous remarquerez quand même qu'on n'a pas parlé de balance de performance. Je peux vous dire, vous savez parfaitement comme moi que ceux qui ont gagné aiment la balance de performance, ceux qui ont perdu l'aiment pas. Oui, ça c'est une notoriété publique. Aujourd'hui, la BOP, elle est faite par Claude Surmont, qui est sûrement le numéro 1 mondial dans ce domaine-là. Il n'y a pas au-dessus. Je m'excuse. Il n'y a pas au-dessus. Cette même BOP, on la retrouve en DTM, en Super GT, dans différents championnats, dans le GT World en général, partout. Je veux dire, excusez-moi, c'est la référence. Mais il est de tradition en automobile de douter de tout le monde. C'est le jeu. Je vous rappelle quand même qu'il y a du staff dans toutes les équipes qui sont là pour réfléchir le règlement et uniquement là pour ça. Il y a chez les pros, tu as des équipes qui des juristes sportifs et pour les BOP qui ne font que éplucher ce qui se passe. Ils ne s'occupent pas de la course, ils épluchent ce qui se passe dans les règlements et sur la BOP. Donc tu ne pourras jamais faire de l'unanimité, c'est pas possible. Aujourd'hui, elle est faite par Claude Surmont, elle est présentée aux constructeurs. Donc les constructeurs savent par un comité avant ce qui se passe. Ils sont tous conscients. Il y a un comité constructeur qui reçoit la BOP. Donc ils le savent. Ils peuvent argumenter, ça peut changer. Et après, il y a un comité sur place composé d'un ingénieur et du président sportif de la SN qui peut, le cas échéant, encore modifier pour aller au point le plus proche. Et voilà. Ah oui, mais changer la BOP entre la course et le machin. Oui, c'est le règlement. On peut changer la BOP quand on veut. Et c'est pas contre les équipes. C'est pour avoir, la BOP, elle est là pour avoir le meilleure équité possible techniquement entre les voitures. Est-ce que c'est La BOP, c'est une connerie, il ne faut pas la faire. J'entends ça tout le temps. S'il n'y a pas de BOP en GT3, je ne suis pas sûr qu'il y ait autant de succès, le GT3 soit un succès planétaire. Mondial, ouais. Est-ce que c'est pas devenu trop professionnel justement et que les constructeurs, en fait, que le législateur n'est pas spécialement SRO, hein, c'est la même chose dans tous les championnats, et pas un peu victime en fait des constructeurs qui font un peu le mal eux-mêmes en cachant tout et que ça devient de plus en plus compliqué? Là encore, pourquoi? La compétition, l'image, la performance, les contrats commerciaux, les partenaires, tout ça, c'est une pression conséquente et qui fait rien doit être laissé au hasard, rien du tout dans une équipe. Ce qui est quand même devenu assez étrange, c'est qu'à certains moments de la course, quand il faut, bizarrement, on a des voitures qui se mettent à marcher. Ça, enfin, là encore, je ne vais pas te le dire parce qu'il ne faut pas le dire, mais il est vrai que les facteurs extérieurs ou même intérieurs influencent la BOP. Il est clair aujourd'hui que la température extérieure influence grandement. Vous avez bien vu qu'en général, il y a 40 caisses dans la même seconde. Allez, pas 40, mais 25, 30. Vous l'avez vu, ça, ça n'échappe pas. Donc, quand on parle de BOP pas bonne avec 30 voitures en la même seconde de toutes les marques, il y a bien un moment où la BOP, elle est bonne. Je veux dire, j'ai marqué. Donc, c'est sûr. Sauf qu'après, il y a les paramètres extérieurs. Et la BOP, oui, est influencée par des facteurs extérieurs que sont la température, oui, ça varie. On peut avoir une voiture très, très bien dans le froid et très mauvaise sur le chaud, oui, bien sûr, ça varie. On peut avoir une différence de pression atmosphérique, bien sûr. Les voitures suralimentées, donc forcément. Et puis, il y a des fluctuations en fonction de la pression pneumatique. Oui, absolument. Donc, la BOP, ce n'est pas qu'une question performance de la voiture à l'instant T, c'est aussi sa périphérie. Surtout sur 24 heures. Surtout sur 24 heures. Tout ça, ça s'est peut-être accentué avec l'arrivée, enfin avec le développement des moteurs turbo. C'est possible aussi que le fait d'avoir un moteur turbo, ce soit un peu différent à gérer en termes de balance de performance. Ouais, enfin, techniquement, de toute façon, c'est quand même des voitures très différentes. Je vais vous dire, même entre une Lamborghini et une Audi qui ont pourtant le même groupe motopropulseur, pas la même chose. Hein. Donc c'est un métier. Moi, je ne me risquerais pas à pronostiquer une BOP comme ci ou une BOP comme ça. C'est un métier, c'est une connaissance profonde, c'est des gestions informatiques compliquées, c'est des simulateurs de perfo. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le BOP, il peut vous dire, la BM, là, elle fait une X. L'Audi, elle fait une X, une X. Il est capable de le dire avant ce qui va se passer. Et le jeu, c'est de savoir pourquoi l'équipe n'arrive pas à faire le 1X. Aujourd'hui, même si nous sommes leaders sur le marché de la à mon avis, nous sommes leaders sur le marché de la BOP, mais globalement, les autres sont quand même pas mauvais. C'est quand même la BOP désormais est arrivée à maturité. Hein. C'est fini, l'approximation, ça n'existe pas. Je suis pas d'accord. Et on peut critiquer la BOP chez SRO.
Alors effectivement, deux médias, deux de vos confrères ont décidé de dire qu'on ne pouvait pas critiquer la bob chez SRO. Ils ont confondu avec un autre championnat. Chez nous, tu peux bramer tant que tu veux. D'ailleurs, il y en a qui ne se privent pas. Non, par contre, chez nous, tu ne peux pas. Il y a un autre règlement. C'est pour ça d'ailleurs que vous m'avez dit tout à l'heure, cher Laurent Mercier, que vous étiez choqué par les réactions sur Internet d'un des pilotes du GT4 qui n'était pas content après ces errances de la course 1 et qui parlait de courses volées par la direction de course. Il existe une réglementation dans le championnat SRO qui condamne les propos outranciers à l'encontre des officiels, pas SRO, pas la BOP, pas machin, outranciers, et tu vas effectivement au collège comme sportif, parce que si tu as tort et que tu racontes des idioties de manière à, donc c'est des mensonges, oui, tu vas finir au collège comme sportif, oui, bien sûr. Donc, en l'occurrence, la publication sur Internet publiée par notre ami pilote BMW va effectivement finir au collège, oui. Après, je ne vous dis pas qu'ils vont le pénaliser. Je pense qu'il y aura ce qu'on appelle, comme dans ce qui se passe actuellement dans nos tribunaux, il y a un rappel à la loi. Écoutez, moi, j'ai aimé ces 24 heures parce que nous n'avons pas connu. Attention, ce n'est pas un satisfait. Je ne me satisfais pas de ce qu'on a fait, je ne suis jamais content de rien du tout. Donc, je suis conscient qu'on a beaucoup, et c'est ça qui est intéressant aussi, de domaines de progression dans l'accueil du public, les parkings, les campings, l'information, le village, tout ce que vous voulez, toute la périphérie, les expositions, etc. Donc, je sais qu'on peut faire encore mieux, mais j'ai vu, j'ai perçu des gens heureux. Et donner du bonheur aux gens avec tout ce qu'on fait nous, quand même, c'est quand même pas si mal que ça. Bah, je pense que le fait aussi d'ouvrir la piste, ce qui est fait le soir aussi, où les gens, même maintenant, on n'avait pas vu dans le passé, ce qu'on voit un peu comme aux 24 heures de Daytona, c'est les gens qui signent le vibreur. Tout ça, c'est quelque chose, c'est un truc exceptionnel, à mon avis, pour les fans qui viennent sur un circuit. Oui, c'est nouveau, ça permet, ça laisse de beaux souvenirs. Ça, je vous l'ai dit, il y en a qui font rêver les gens. Nous, on leur donne des souvenirs. C'est pas pareil. Et juste pour la petite histoire, parce que je sais pas si je vais le récupérer. J'ai un ami que j'embrasse d'ailleurs, qui est surnommé Pépé, qui se reconnaîtra s'il écoute le podcast, qui avait collé à l'intérieur d'un vibreur un petit sticker Endurance Info et qui devait aller le décoller après la course pour voir s'il était toujours présent. Le problème de base, c'est que les vibreurs, c'est quand même très usité. Oui, Les GT3. Mais Et d'ailleurs, l'un des points de performance, on n'en a pas parlé, on a parlé des périphériques liés à la BOP. L'un des points qui influence la BOP, ce sont les vibreurs et les capacités des voitures techniquement à escalader ou pas les vibreurs. Vous voyez que la BOP, c'est pas uniquement question de puissance ou de hauteur de caisse. Qu'est-ce que je vous dise qu'est-ce qu'on va faire l'année prochaine? J'ai vu, comme je vous l'ai dit à l'instant, plein de choses à améliorer, à parfaire. Et comme tu l'as dit, Laurent, il faut chaque fois faire plus. Putain, c'est dur de faire chaque fois plus dans le plateau, dans le fonctionnement, dans les courses annexes, dans la circulation, dans les services. Alors oui, on va chercher. Je pense qu'on va renforcer l'exposition, on va revoir le format, je l'espère, de la Superpole, peut-être revoir un peu le timing, mais je suis pas sûr, parce que pour l'instant ça fonctionne. Le village, comme vous l'avez vu, a quand même pas mal grandi. Il y a beaucoup d'activités. On va sûrement renforcer l'activité publique en lui-même dans le village et ailleurs. Je rêve d'un truc. Je rêve d'un truc que j'arrive pas à mettre en place, c'est de faire un hôtel. Un hôtel pour le public. C'est-à-dire que je rêve que les gens dorment avec une fenêtre, avec une grande baie vitrée devant eux et avec la piste devant eux. Et tu dors, tu as la télévision, une télé avec le direct, une télé avec le classement et le virage devant toi. Un hôtel éphémère. Un hôtel éphémère. Alors, on le fait déjà avec le camping. Hein. Comme vous savez, il y a plusieurs campings internes, ce qui n'est pas courant puisque c'est un accord que nous avons avec le circuit qui n'est pas renouvelable pour d'autres événements. Il y a des gens on le voit il y a des gens qui ont des tentes et qui dorment devant la piste. Donc, tu te fais bercer toute la nuit par la voiture. Je rêve de faire un hôtel comme ça. On peut aussi renforcer l'attrait de la parade, alors qui a eu un succès incroyable cette année, bien sûr. Alors, la météo était là. Il faut bien le voir. C'est un facteur indispensable. On a vu que l'année dernière, la météo n'était pas là et on a eu quelques soucis, notamment sur le samedi soir avec le concert. Mais on doit renforcer l'attractivité de la ville de Spa avant et pendant la parade. Parce que, en fait, ça ferme
à 15h, la ville ferme à 15h, il n'y a plus de circulation, il n'y a plus rien, et il n'y a pas d'animation avant l'arrivée des voitures. Peut-être qu'on travaille un petit peu ce côté relation avec les gens qui sont en ville. La scène du concert aussi dans le village, on a 2 scènes de concert, comme vous le savez. On doit pouvoir s'en servir différemment quand c'est pas un concert. On continue un concert tout le temps, je ne sais pas. Mais travailler ça, en l'occurrence, comme vous le savez, on aime bien la proximité et le back-office. On a encore fait cette année des back-office, c'est-à-dire qu'il y a encore des gens qui ont acheté des billets avec la visite back-office, donc ils ont fait le tour de ce qu'on ne voit pas, de ce qu'on là, comme tout ce qu'on vient de dire là, à la Réunion, on ne le dit pas en général. Hein, je vais sûrement me faire des potes encore. On les avait en salle de presse, hein, les gens comme ça, qui faisaient la visite des back-office. Hein. Ouais, mais c'est là, il faut encore qu'on pousse le bouchon dans l'expérience du spectateur qui vient. Il faut qu'il. Mais rien que le fait qu'il ait accès à tout. Si vous lisez les critiques hein, ou les observations, c'est les mecs qui disent mais comment ça on peut aller dans les paddocks, c'est possible? Oui, c'est possible. Il y en a un, je suis rentré chez Verstappen, regardez, j'ai la vidéo. Mais ils t'ont laissé rentrer? Oui. Et ça c'est important parce que tu peux arrêter un pilote, tu fais il va de son hospitality à son team, tiens, signe machin, et tout le monde est disponible. Je vous ai dit, on crée une expérience, on crée des souvenirs, et il faut encore qu'on travaille encore et encore. Le feu artifice, on ne peut pas parler de feu artifice, on parle de spectacle pyrotechnique désormais. C'était quand même quelque chose. On a fait 2 points, etc. Je pense qu'on va faire un 3e point l'année prochaine. Comme vous l'avez vu, on a mis plus de tribunes aussi. On a recréé ces fameuses tribunes en béton, rappelez-vous, qui étaient devant les stands d'endurance à l'époque où il n'y avait que les stands d'endurance. Elles ont disparu depuis. On les a recréées grâce à notre collaboration avec la Formule 1. Donc, il y a eu du monde pratiquement tout le temps. C'était un super point de vue, au bout du compte, au pied du Raidillon. Donc, on va continuer ça. Pour l'instant, on sait pas refaire des choses, pour être clair avec vous. On sait ce qui n'a pas été, on sait ce qu'on va revoir dans le fonctionnement. On a un parking, mais ça, c'est le circuit qui veut ça. Je veux dire, aujourd'hui, il faut savoir que les parkings ne sont pas gérés par le promoteur et ne sont pas non plus gérés par le circuit. C'est les parkings extérieurs. C'est spécifique à Spa, donc ça ouvre pas, c'est géré, pas géré. Hélas, on n'a pas la main, donc c'est toujours un peu compliqué, je le sais. Mais dans l'ensemble, tout le monde rentre et voilà. Donc, même si parfois les parkings sont un peu loin, je n'ai hélas pas autre solution. Nous sommes en permanence quelque chose comme 5500 personnes sur le paddock. Je parle hors invité et hors public. On est 5500 en permanence sur le paddock. Il faut bien garer les voitures, les 5500. Donc, vous imaginez que les parkings qu'il y a à l'intérieur, ils sont déjà utilisés par les 5500 personnes. Hein. Laurent, merci en tout cas pour ce débriefing complet de cette édition. J'aime pas que vous m'associez à l'autre Laurent. Ah, je suis désolé. Là, t'as pas le choix. T'as pas le choix. Donc merci pour ce débriefing complet de ces 24 heures de Spa 2025. La prochaine édition des 24 heures de Spa, donc en 2026, avec potentiellement de nouvelles idées, de nouvelles choses qui seront à découvrir en Belgique au mois de juin 2026. Et bientôt l'ouverture de la billetterie, puisqu'on nous l'a fortement demandé. Mettez ça dans vos agendas, la billetterie des 24 heures de Spa 2026 va bientôt ouvrir. Merci messieurs pour ce débriefing complet de l'épreuve un petit peu hors du sportif pur. Et on se donne nous rendez-vous très vite dans un prochain numéro de Track Limit by Minerva Oil, le podcast d'Endurance Info qui sera en toute logique consacré à la prochaine manche du championnat du monde d'endurance qui aura lieu ce week-end à Sao Paulo au Brésil. Merci messieurs et à très vite dans un prochain numéro de Track Limit. Au revoir à tous. À bientôt.